9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, vendredi 30 septembre, heureuse d'être avec vous pour ce vendredi. Nous allons débattre et commenter l'actualité aujourd'hui avec Jacques Miard. Bonjour Jacques Miard. Salut et fraternité. Salut et fraternité à vous également, maire LR de Maison Lafitte. Laure Lavalette, bonjour, vous êtes députée du Var et porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Bonjour. Alexandre Mancino, bonjour. Vous êtes avocat, président du Cercle Orion et du mouvement Agora. Bienvenue, c'est une première. Merci. Et Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Vos coups de cœur et coups de gueule vont un peu structurer cette émission aujourd'hui puisqu'ils sont pile poil dans l'actualité. On va parler de la délinquance des mineurs et de la délinquance en général. Nantes, Rennes, l'État semble impuissant. On va parler de l'UE et de la promotion du hijab. Total qui veut récompenser les clients économes, et on parle droit de tous ces sujets avec vous. Commençons avec vous, Jacques Miard. C'est un coup de cœur, une fois n'est pas coutume. Oui, pour une fois, une fois. Et j'ai trouvé une sorte de petite brève dans le Saumon du Figaro hier, où notamment on voit que la SEC, qui est la bourse américaine, l'autorité de la bourse américaine, le gendarme de la bourse américaine, c'est Security and Exchange Commission, qui a sanctionné des banques américaines pour une petite amende gentille de 1,8 milliard d'euros parce qu'ils avaient utilisé WhatsApp dans des opérations bancaires. Et ça, la SEC n'aime pas beaucoup parce qu'elle veut vérifier ce qui se passe. Et je trouve que pour une fois, les Américains nous montrent ce qu'il faut faire. Et j'ai relevé ça parce que ce sont des sujets que j'ai suivis dans le passé. Alors, ça ne veut pas dire que les Américains, il faut les suivre, notamment sur les questions d'extraterritorialité, où ils bidouillent un certain nombre de choses en violation du droit international. Mais là, en sanctionnant notamment Goldman Sachs, Morgan et aussi d'autres banques, ils montrent ce qu'il faut faire. Et pour une fois, je dis bravo. Et j'espère que l'AMF chez nous fera la même chose et ne prendra pas trop de gants. Je sais qu'en matière de concurrence, effectivement, l'autorité de la concurrence sanctionne. Mais en matière bancaire, je ne suis pas certain qu'on ait vraiment, je dirais, une position aussi droite et rectiligne. Mais voilà, ça fait quoi d'utiliser WhatsApp ? Eh bien, ça permet effectivement, notamment par un certain nombre avec Instagram, etc., d'échapper, de passer des ordres qui échappent au contrôle. D'accord. Voilà. Ouais, et donc ça ne plaît pas beaucoup à la SEC. La SEC, je l'ai connue il y a très longtemps lorsqu'ils voulaient venir en France enquêter sur des banques françaises pour faire ensuite des procès antitrust aux États-Unis. Et je me souviens, chez les avocats, chez privés, qu'on surveillait ce qu'ils faisaient lorsque j'étais à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay. Donc là, je trouve que la SEC montre l'exemple. Voilà, merci. La SEC, on entend secte à chaque fois, mais c'est SEC. Non, c'est la bourse. C'est la bourse américaine. Pascal Bataille. L'autorité de la bourse américaine. L'autorité de la bourse américaine. Pascal, vous, c'est un coup de gueule ? Oui, en fait, j'ai même lié deux coups de gueule parce que effectivement, j'ai appris hier soir la fermeture du service d'urgence de l'hôpital privé d'Arès, petite commune près de chez moi, au Cap-Ferret, et qui était le seul service d'urgence dans un rayon de 50-60 km. Donc un nouveau, c'en est qu'un de plus malheureusement. Pourquoi après, a-t-il fermé ? Alors, par pénurie, manque de moyens évidemment, et manque notamment de personnel et de médecins urgentistes. Alors on en revient évidemment toujours au même problème, et on sait bien qu'on va pas résoudre ce problème d'un claquement de doigts et avec des solutions miracles. Mais quand on voit d'un autre côté la gabegie à laquelle on assiste sur plein de sujets, et notamment le deuxième coup de gueule que j'avais ce matin a été le fait qu'on a aujourd'hui 27 millions de doses de vaccins qui ne vont pas servir puisqu'ils ne fonctionnent plus sur les nouveaux variants, et que donc on ne sait pas trop quoi en faire. Alors je me demande ce qu'on attend pour au moins les offrir à des pays défavorisés où les populations n'ont pas été vaccinées, puisque apparemment ce vaccin sert à quelque chose, qu'il serve aussi aux autres. Mais voilà, de gabegie d'un côté, ces fermetures de lits qui continuent
bien qu'on dise le contraire, etc. Notre service public de santé est dans un état déplorable. Ça n'est pas la faute uniquement du président Macron et de ce gouvernement. Hein. C'est une situation qui a commencé depuis plus d'une vingtaine d'années, mais qui continue. C'est ça qui est grave, c'est que contrairement au discours affiché, ça continue. On continue de fermer, on continue de ne rien faire pour former de nouveaux médecins ou des solutions. Ça prend du temps. Oui, mais enfin, effectivement, les solutions qu'on envisage pour l'instant semblent totalement puériles. Voilà. Donc. Oui. Je rebondis. Oui, allez-y. Effectivement, je pense que ce qui se passe à Arès se passe dans beaucoup de territoires. En fait, beaucoup de territoires. Draguignan, à côté de chez moi, avec les urgences fermées. Bordeaux a eu pendant un petit moment les urgences de nuit fermées. Vous parliez de désert médical, effectivement. Quand vous voyez qu'il y a des femmes qui doivent faire 2h30 de route pour aller accoucher, c'est quand même un vrai problème. Il y a un vrai débat sur les maternités, parce qu'il y a des maternités qui sont dangereuses, des maternités de proximité. Enfin, pour le coup, je pense que c'est un sujet un petit peu différent. Entre la proximité et 2h30, et puis je pense qu'il y a une vraie question aussi sur le système de santé, ce qu'on veut en faire, et aussi le recrutement de nos étudiants en médecine. Je rappelle simplement que la réforme de Madame Vidal a été un plantage phénoménal. D'ailleurs, personne n'en parle vraiment. Et on arrive à une situation où on accueille des médecins roumains et nos étudiants partent en Roumanie pour faire leurs études de médecine. J'ai des cas très très concrets autour de moi. Donc je pense qu'il faut repenser tout ça, sortir aussi de la tarification à l'acte, remettre le médecin et le patient au centre de l'hôpital et arrêter d'avoir une vision comptable. Ça peut poursuivre un coup de gueule. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des étudiants en médecine qui, on a voulu aujourd'hui élargir c'est vrai que c'était très polar, centré sur les sciences. Et donc il y a une question de culture générale qui compte pour beaucoup. Et pour trop, elle a planté des étudiants brillants. Parce voilà, vous avez vu sur les abeilles ou sur c'est ridicule. Sur une gravure, j'ai vu sur une gravure du 18e à laquelle l'étudiante n'a pas su répondre. Alors qu'elle voulait être médecin puis qu'elle était en CP. En gros, il y a quand même un vrai problème dans cette. Ça se passe comment chez vous, Jacques Miard, au niveau des hôpitaux? Le manque de médecins généralistes est général et on n'échappe pas à ça. Nous avons la chance d'avoir 2 établissements, notamment une polyclinique, mais qui a eu des difficultés avec les urgences, mais normalement elle était ouverte 24 heures sur 24. Et nous avons la MGEN pour, je dirais, des rééducations fonctionnelles. Donc nous avons le même problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand, bien sûr, on accuse les gouvernements d'avoir conduit à cette situation, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, et là je le dis, que les médecins, par certains côtés, étaient pour le numerus clausus, pour éviter, parce que c'était la volonté de réduire par l'offre l'équilibre de la sécurité, le déséquilibre de la sécurité sociale, et que pour redresser la barre, il va falloir, je dirais, agir dans la durée. C'est ça. Mais les médecins, je le dis, je vais peut-être me fâcher avec certains, ont été coupables dans cette affaire parce que il voulait réduire un peu aussi la concurrence. Alexandre je souscris ce qui a été dit. Alors maintenant, on est dans une période post-Covid. Donc je crois que tout est à réinventer. Notre système de soins est à réinventer. Et comme vous l'avez dit, ce sont des considérations qui sont à appréhender sur du long terme. Pour former des médecins, pour former des médecins, il faut du temps. Il faut une dizaine d'années. Donc effectivement, là on a eu le Ségur de la santé. Bon, alors après on verra. Je crois qu'il faut laisser un peu le temps au temps. Après, effectivement, je partage les constats. Les constats, c'est que et le Covid l'a montré, notre système a été relativement défaillant, notamment au début. Alors après, il a su s'adapter quand même aux circonstances, quand même, il faut le dire, par rapport à nos pays frontaliers. Mais évidemment, ça n'est pas suffisant. Et je pense qu'effectivement, le manque de médecins aujourd'hui, les déserts médicaux et tout ce que vous avez mis en relief est à prendre à bras le corps et à solutionner. Maintenant, je pense que c'est vraiment des sujets de long terme. En même temps, il y a des malades aujourd'hui qui se retrouvent. Bien sûr, je pense qu'il y a des réponses conjoncturelles, c'est-à-dire il y a des réponses à prendre sur du court terme pour répondre à l'urgence de court terme. Mais après, je crois que c'est vraiment tout un système, tout notre système de soins et toute sa philosophie qui est à revoir. Mais vous parlez du Ségur de la santé. Au sortir du Ségur de la santé, les infirmières en France sont toujours payées 10% moins cher que la moyenne des pays de l'OCDE. C'est une vraie question aussi. Quelle place on veut donner. Et puis je vous rappelle qu'il reste quand même pas mal de soignants à réintégrer qui sont pas vaccinés, alors qu'on est dans un contexte de Covid tout à fait léger et que ils pourraient venir apporter main forte à l'hôpital. On va pas reprendre le
le débat là-dessus. Non, mais eux n'ont toujours pas de Non, salaire. mais c'est vrai. Oui, Toujours pas de salaire. Oui, enfin, Ils sauf ont que des ça solutions représente précaires. très peu de soignants. Ce sont principalement des administratifs. Et sur le principe, moi, je comprends ceux qui veulent pas les réintégrer. Mais on sera Moi, pas je ne d'accord. comprends pas, mais si vous voulez, on peut refaire une émission, Valérie, avec plaisir. Non, je rappelle juste le cas de Lamia El Harraj, qui est conseillère de Paris, qui nous a raconté le cas de son fils cet été, qui s'est cassé le bras à Paris. Bras avec vraiment, on voyait l'os, fracture ouverte. Elle est allée à l'hôpital Robert Debré, spécialiste pour les enfants, et on lui a dit, on n'a que 2 blocs, c'est pas une urgence vitale, revenez dans 4 jours. Donc, un enfant de 8 ans avec une fracture ouverte à Paris, Necker pareil, ne pouvait pas se faire soigner. Ça en dit long, et à chaque fois qu'on peut rappeler cela, même si je pense que tous les Français y sont confrontés, on peut le faire. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons aujourd'hui avec Jacques Miard, Laure Lavalette, Alexandre Mancino et Pascal Bataille. Avec vous, Laure Mancino, on va parler du voile et de l'Union européenne. C'est drôle, vous venez de me marier, monsieur Mancino. J'ai un mari corse, je suis pas sûre que ça passe très bien. J'ai dit Laure Lavalette et Alexandre Mancino, je suis désolée. J'ai voulu aller trop vite. Oui, votre coup de gueule. L'Union européenne, ce sont les mêmes qui veulent répartir les migrants dans nos campagnes, qui nous gratifient de campagnes de pub, qui font la promotion du voile et du hijab. Alors on avait l'habitude, c'est pas la première fois que l'Union européenne fait des campagnes de pub comme ça. Il y en avait une en février 2020, l'avenir entre vos mains, où on voit une femme voilée. Là, ils ont poussé le curseur encore plus loin, puisque c'est une fillette que l'on voit voilée. Et c'est vrai que dans un contexte avec les femmes iraniennes qui font preuve d'un courage hallucinant pour se libérer de ce voile, on peut rendre hommage à Addis Najafi, qui a été quand même tuée de 6 balles, cette militante féministe. Je trouve cette campagne de pub proprement dégueulasse. Voilà. Ouais, et il y en a une autre que j'ai aperçue aussi toujours aussi l'Union européenne, d'une enseignante qui se penche vers une petite fille voilée. En fait, je pense que l'Union européenne sur ce thème-là est dogmatique. Elle ne s'en cache même pas. C'est même pas un message subliminal. C'est affiché. Je pense que ça explique aussi le désamour que les Français ont pour l'Union européenne. Pour le coup, le Rassemblement national, vous le savez, la position qu'on a. On pense que c'est un instrument politique, évidemment, de l'islamisme, et c'est surtout aussi une rupture d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est la promotion d'Erasmus, en fait. Rejoignez-nous pour découvrir les gagnants de l'innovation en matière d'enseignement, et on a une petite fille voilée, et tout ça dépend donc de l'Union européenne. Voilà. Alors je crois que celle-là, ils l'ont sortie assez vite, en fait, parce qu'ils se sont aperçus quand même, je pense, de l'énormité du choix de l'illustration. Mais encore une fois, je pense que c'est le dogme, la religion, et le timing est très très mauvais. Le timing est très compliqué. Et très mauvais. Alors, Jacques Miard. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ces réactions, puisque j'ai été le premier député à demander l'interdiction du voile à l'école et l'interdiction du voile intégral par des propositions de loi que j'ai faites. Et il a fallu batailler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement, dans un certain nombre d'États de l'Union, reliés par certains technocrates dans la nomenclature de l'Union, des gens qui estiment que c'est tout à fait normal qu'on mette en avant, je dirais, des estimations, des habits qui nous choquent, nous, au nom de la rupture de l'égalité des femmes entre les hommes. Et il y a pas mal de gens qui, malheureusement, pensent ce qui vient d'être dénoncé par Laure Lavalette. Et je crois qu'il faut être extrêmement vigilant et réagir. C'est là où on voit qu'on n'est pas capable, dans l'Union européenne, d'avoir, je dirais, la même attitude sur un certain nombre de valeurs fortes, et qu'on a du dogmatisme par certaines personnes, par certaines ONG, parce que je m'habille comme je veux. Chez les anglo-saxons, c'est très courant, ce genre d'attitude, et nous avons du mal pour faire valoir ce que sont, je dirais, l'égalité dans les hommes et les femmes, et la nécessité d'adopter des habitudes vestimentaires qui ne choquent pas nos profondes convictions. Oui, alors, Alexandre, je souscris tout à fait. Je ferai quand même le distinguo entre nos valeurs républicaines françaises et donc le principe de laïcité, qui stipule une vraie distinction entre l'ordre privé et l'ordre public.
Et donc, en ce sens, personne ne peut se prévaloir de ses convictions religieuses de quelque sorte que ce soit pour s'exonérer de la règle commune. Donc ça, c'est ce qui se passe en France. Et puis, ce qui se passe effectivement dans certains pays européens. Je constate et je partage tout à fait, dans un contexte international iranien que nous connaissons, que c'est assez préoccupant, effectivement, puisque ça donne la voie à une entrée de l'islamisme, et notamment à des conceptions, je dirais, de ce que doit être des valeurs supérieures européennes, occidentales, par rapport à d'autres types de pays qui font triompher, si je puis dire, des conceptions religieuses sur le reste. Donc ça, c'est tout à fait c'est à déplorer, et je crois qu'il faut faire très attention. Maintenant, faut-il homogénéiser les législations en ce sens? Il faut quand même rappeler que le concept de laïcité franco-français, il est propre à notre pays, et que quand on va dans des pays étrangers, c'est vrai qu'on connaît pas. On s'interroge quand même sur ce que signifie ce concept de laïcité. Donc après, faut-il l'exporter? Oui, moi j'y crois profondément. Je pense qu'il faut aller en ce sens. Maintenant, la conception anglo-américaine tend à s'imposer. Je pense qu'un certain nombre de règles doivent... La laïcité à la française est incomprise des anglo-saxons. Et notamment, moi j'ai eu des problèmes, nous avons bretté avec les Américains en matière sur les sectes, sur un certain nombre d'attitudes où ils disent que la France est anti-religieux. C'est quand même un peu fort. Les Britanniques n'étant pas dans l'Europe, je pense qu'effectivement la France peut être le fer de lance de cette laïcité. Vous disiez que c'est difficile de se mettre d'accord. Excusez-moi, quand ils se mettent d'accord typiquement sur la répartition des quotas migratoires, quand ils se mettent d'accord sur le marché commun de l'électricité, dont d'ailleurs nous devrions sortir pour arriver à faire baisser notre facture, ils arrivent à se mettre d'accord. Donc là, je pense qu'il faut effectivement ne pas lâcher l'affaire. Et puis c'est pas un des pays qui demande. Là, c'est l'Union européenne, c'est de la promotion via l'Union européenne. Oui, mais parce qu'elle est dans les mains. Parce qu'elle est dans les mains de la nomenclature. Exactement, mais nous nous battrons évidemment contre ce dogmatisme et contre ce signe politique. Mais ce qu'on peut s'interroger aussi sur l'attitude de l'Union européenne et de ses campagnes. Ce n'est pas la première campagne qui met en scène des femmes. Non, c'est en ça qu'ils préparent l'opinion. Enfin, je veux dire, c'est en ça que c'est du dogmatisme et de la religion, de l'immigrationnisme. Ils les mettent et après ils les retirent. C'est ça a été le cas. Pascal, comment vous connaissez mon engagement en faveur de l'Europe et aussi en faveur de la liberté d'expression la plus large possible, mais pour le coup, je trouve que on est là dans le domaine vraiment du prosélytisme et de la campagne proactive en faveur de. Non mais là on voit une petite fille, on met une photo d'une petite fille. Je trouve ça donc totalement, à la fois totalement scandaleux. Et même qu'on marie à 9 ans avec des vieux de 55 ans, enfin c'est ça ce qu'il y a derrière. Terriblement irresponsable, et je trouve qu'on a même tort autour de cette table de contextualiser le dossier, parce que c'est bien sûr que le contexte ne fait que rajouter de l'absurdité et de l'horreur à cette campagne, mais en soi elle est inacceptable, et même s'il n'y avait pas le problème des femmes iraniennes aujourd'hui et des Afghanes qui se sont fait disperser à coups de fusil par les talibans hier, je pense que ça devrait être tout aussi révoltant de toute façon dans l'absolu. Et là, effectivement ce type de campagne, c'est pour moi totalement antinomique avec ce que doit être l'esprit européen aujourd'hui, et je pense que je suis d'accord avec Laure Lavalette quand elle dit qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, même si Jacques Miard dit avec un principe de réalité honorable on n'y arrivera pas, mais même si il faut pas lâcher l'affaire, voilà. On va, s'il nous reste une minute, on va peut-être faire une petite pause et puis on passera à votre coup de gueule, Alexandre Mancino, sur l'explosion de la délinquance des mineurs. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à 10h avec Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Alexandre Mancino, avocat, président du Cercle Orion et du mouvement Agora, et Pascal Bataille, animateur, producteur et chef d'entreprise. Alors Alexandre Mancino, vous vouliez évoquer, vous, la violence des mineurs.
Oui, tout à fait. On a un rapport qui est sorti, un rapport sénatorial qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et dans un contexte national où on constate effectivement une recrudescence de la violence. Moi, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur la violence des mineurs, les chiffres sont assez effroyables. Entre les 13-17 ans, on a 20% de mise en cause pour du trafic de stupéfiants qui concerne des 13-17 ans, par exemple. On a une augmentation des violences des mineurs de 35% en 5 ans. Enfin, ça, ce sont des chiffres qui sont issus du rapport sénatorial qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc à partir de là, je crois qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'on ne doit pas se voiler la face. C'est-à-dire que on doit, je pense, prendre le problème à la source et aller dans deux directions. Le volet répressif, je crois qu'il faut absolument qu'on se mobilise toutes et tous pour précisément responsabiliser d'une part les familles, parce qu'il n'est pas acceptable que des jeunes collégiens ou lycéens se soient responsables de tant d'infractions sur le plan de stupéfiants, sur le plan des violences, je dirais corporelles, avec leurs enseignants. Je crois que ça c'est un vrai sujet, donc un volet répressif qui doit, je pense, notamment d'ailleurs sur l'excuse de minorité. Moi, j'avais eu l'occasion d'intervenir plus tôt en cette rentrée sur cette excuse de minorité, puis suite à l'intervention de David Lisnard, le maire de Cannes, qui souhaitait exonérer justement cette atténuation de responsabilité pour les mineurs délinquants. Je pense que par exemple c'est une solution, donc un volet répressif. Et puis après, je crois qu'on doit collectivement s'interroger sur le rôle de l'école et sur le rôle des instances de socialisation. Je pense à l'école, évidemment, je pense à la famille, je pense à toutes ces instances qui ont leur part. Et là aussi, je pense qu'il faut évidemment prévenir, il faut insérer notamment les jeunes les plus rémunérés. C'est quand même prévenir. Ça fait 40 ans qu'on essaye de prévenir. Globalement, ça ne fonctionne pas. Non, mais le volet répressif ne se suffit pas. Bien sûr, la réponse est politique, elle n'est pas que répressive. Donc la réponse, elle est duale, elle n'est pas univoque. Je pense quand même que c'est bisounours de penser que l'école va régler les problèmes des jeunes qui sont à Nantes, qui sont à Rennes, ou des parents qui sont totalement moi, je crois dépassés. Profondément au rôle de l'école. Je crois que l'école dans notre pays a un vrai rôle émancipateur qu'elle n'a plus aujourd'hui, et on le voit très bien. Donc, je crois qu'il faut redonner des moyens à l'école, il faut remettre le professeur en hussard noir de la République tel qu'il l'était au siècle précédent, et bien évidemment couplé, et là je vous rejoins, à un effort répressif qui soit exigeant, qui soit beaucoup plus en phase avec la sévérité, je dirais, de ce qui, des peines et des actes répréhensibles, évidemment. Mais je ne crois pas que la réponse, je dirais, répressive soit la seule. Je trouve que ce que vous dites est très théorique, parce que quand on voit la réalité des choses, on voit bien qu'il n'y a même pas de répression. C'est-à-dire quand on voit ces gamins qui sont en bas des immeubles, Jacques Miard en parlera peut-être mieux que nous, vous y êtes confrontés. Voilà, non. Ça me paraît effectivement un peu déconnecté, parce que les familles sont dépassées, parce que ces gamins sont, la société me semble aujourd'hui plus importante que l'école. On l'a vécu avec nos propres enfants, où vous pouvez dire certaines choses. Allez-y, Jacques Miard. Oui, moi, je pense il y a divers problèmes et il y a divers degrés, malheureusement, de délinquance, notamment quand vous voyez ce qui se passe au crack à Paris, crack du sang. C'est quand même assez inquiétant. Ce qui est certain, c'est qu'il faut à la fois réprimer, mais pour réprimer, il faut sortir ces gamins de l'univers dans lequel ils sont. Ce n'est pas le rappel à la loi qui va être efficace. Et moi, je suis d'avis de prendre ces enfants, de les mettre dans des unités carrément, je dirais, disciplinées, et en même temps de les soigner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas effectivement utiliser que la répression, parce que c'est inefficace, et il faut aussi les soigner. Donc il faut les sortir de leur milieu, parce que si c'est le rappel à la loi, si c'est même la prison, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il faut des unités, j'allais dire, disciplinaires, et dans lesquelles on les soigne également. Et je tiens à vous dire une chose, c'est que les problèmes de drogue, c'est indépendant du niveau social, et vous avez des problèmes de drogue aussi bien chez les enfants des bourgeois que sur les enfants des personnes qui ont moins de revenus. Donc, il faut regarder la chose en face, et on n'a pas pris les moyens de nos politiques. Mais si on veut regarder la chose en face... On magnifie, je dirais d'abord la victime. Ces enfants sont victimes.
ils ne sont pas que victimes. Il y a un moment, il faut les recaler, je dirais, dans leur esprit. Je vous trouve tous quand même un peu naïfs, même si je vous rejoins sur le fait que les voyous doivent avoir une triple certitude, celle d'être arrêtés, qu'une peine soit prononcée et que la peine soit exécutée. Alors on peut parler des modalités de l'exécution de la peine. Effectivement, ça peut être dans des structures pour mineurs beaucoup plus adaptées. Mais enfin, ce serait quand même très naïf aujourd'hui de parler d'insécurité et de pas faire le lien avec l'immigration. Excusez-moi, le parquet de Paris l'année dernière, 75% des mineurs déférés. Non, ça n'est pas un autre problème. L'immigration nourrit l'insécurité. On parlait des drogués. 75 je vais vous dire qui s'occupe du trafic de drogue à Toulon que je connais bien, c'est pas des Suédois. Hein. Donc il y a un moment 75% des déférés devant le parquet de Paris l'année dernière, des mineurs sont d'origine étrangère. Même Darmanin le reconnaît. Vous avez raison. Même Darmanin le reconnaît. Maintenant lui pense qu'ils sont anglais, je pense. Mais je sais pas si vous avez lu. Non. Je sais pas si vous avez lu Maurice Berger. Vous connaissez Maurice Berger, qui vous explique qu'il y a un problème d'éducation chez nombre d'enfants qui sont de familles monoparentales, qui sont avec des parents qui ne jouent pas avec ces enfants et qui ne savent pas ce que c'est que le faire semblant. Oui, donc on arrive à des constructions psychiatriques quasiment. Non, mais bien sûr. D'où le rôle des instances de socialisation et de la famille et de l'éducation citoyenne et civique. Oui. Et c'est là où l'école intervient et doit absolument. L'école est là pour instruire quand même. L'école est là pour instruire. Si déjà nos enfants en sortant de l'école pouvaient savoir lire et écrire et compter convenablement, ce serait pas mal. L'éducation est quand même en charge de la famille. Mais on dit tout à fait la même chose sur le rôle de l'école qui ne joue plus son rôle aujourd'hui dans cette éducation. L'éducation citoyenne et civique, l'école a toujours eu un rôle d'éducation civique. On peut pas faire peser sur l'école tout le rôle. Non, mais il ne s'agit pas de faire peser, il s'agit d'utiliser un outil, et je rejoins complètement ce que dit Alexandre aussi, il s'agit d'utiliser un outil qui est à notre disposition et dans laquelle on retrouve tout le monde, parce que l'école a une vertu, c'est qu'elle est obligatoire, et que donc tous ces enfants, en tout cas jusqu'à la 3e, sont obligés de passer par ce canal-là. Donc si on met beaucoup de moyens sur l'école, et si effectivement on redonne à l'école ses vertus pédagogiques sur l'instruction civique et citoyenne, sur aussi un certain nombre de codes sociaux et de comportements que l'école a toujours, l'école ancienne, sans jouer les vieux cons réactionnaires, a toujours porté et a toujours... mais vous n'êtes plus face au même public. Dans lesquels elle a toujours joué un rôle. Vous n'êtes plus face au même public, vous êtes face à des... Il ne faut pas renoncer là-dessus, parce que c'est un outil formidable, l'école. Et si on ne se sert pas de cet outil-là, on n'a plus aucun moyen, parce qu'on agira. Comment vous voulez agir sur ces familles monoparentales? Comment vous voulez agir sur ces femmes qui sont obligées de partir au boulot et qui sont obligées de laisser leurs enfants effectivement tout seuls? Il y a des familles monoparentales où ça se passe bien quand même. Oui, je veux dire, c'est quand même assez stigmatisant ce que vous dites. Il y a un moment aussi, je ne sais pas, il va falloir qu'on essaye de réfléchir. Je ne fais pas de globalisation, à ces populations qui sont logées dans des HLM, qui ont une solidarité nationale. C'est les familles monoparentales, qu'elles soient d'ailleurs parents hommes ou femmes, qui sont défaillants. Je parle de cela, et je ne dis pas que toutes les familles monoparentales sont défaillantes. Celles qui sont défaillantes, comment agir sur elles, alors qu'à l'école on peut agir? Donc servons-nous de cet outil. Et évidemment, la répression, quand Jacques Miard dit la répression ne marche pas, non, la répression, ça marche à condition qu'elle soit vraiment effectuée de façon concrète. On ne peut pas laisser des quartiers entiers dans lesquels la loi de la République n'a plus aucun sens. Pascal, vous avez une vision légèrement utopique de la réalité. Jacques Miard. Mais oui, je voudrais quand même... Je pense qu'on est d'accord, en fait. Vous voyez, un instant, s'il vous plaît. Lorsque vous voyez que des gamins insultent les profs, cassent les chaises et leur disent ensuite, je vais en parler à mon père qui va me dire te casser la gueule, c'est la réalité dans certains quartiers. Et donc, il faut sortir ces malfrats de l'école telle qu'elle est, où pour aller à l'école, il faut être civilisé, parce que sinon ça ne marche pas, et les mettre dans des unités où on leur apprend la discipline et on les tient. Vous n'arriverez pas. Moi, j'ai été élevé par une hussarde de la République. Et je peux vous dire que l'hussarde de la République, j'ai pris quelques baffes, quelques coups de pied dans le derrière, et on m'a appris le mérite, le travail. Oui. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas face à des gens qui disent de toute façon on vous emmerde et c'est comme ça. Je pense qu'on n'est pas loin d'être d'accord, Jacques, en fait, voilà. Parce que mais je pense que ces gamins qui insultent les profs et qui les menacent de leur faire péter la gueule par leurs parents, ils sont déjà quelque part un peu irrécupérables. C'est dès la maternelle, dès les petites classes qu'il faut prendre ça. Mais vous faites quoi? Vous créez des bataillons internats disciplinaires. Voilà, bataillon disciplinaire dès la maternelle. Non, mais je pense que le problème, il
multiforme. Et encore une fois, moi, j'ai subi il y a 3 semaines la visite d'Éric Dupond-Moretti au tribunal de Toulon. Et c'est vrai que quand on voit la façon dont le ministre continue à placer le voyou un peu au centre de notre système pénal, répressif, et qu'on fait tout pour qu'il soit aux petits soins, bien sûr que quelqu'un qui est en prison doit avoir des conditions dignes. On est tous d'accord autour de cette table. Mais je veux dire, la sécurité, c'est quand même la première des libertés. Parce que quand vous voyez les scènes que l'on voit à Nantes, moi j'ai des enfants mineurs, moi j'ai la trouille quand ils sortent le soir, donc c'est très bien de savoir comment on va faire, mais j'aimerais aussi qu'on protège mes enfants. Et je pense que cette sécurité, ce sentiment d'insécurité, qui n'est pas un sentiment, contrairement à ce que dit Éric Dupond-Moretti, moi ce sentiment de peur que j'ai, il est partagé par des millions de familles françaises. Donc il y a un moment, il va falloir, ce que je vous disais, que les voyous aient la triple certitude que la peine soit prononcée, qu'elle soit exécutée, et effectivement, il faut retourner en prison. Alors je sais que c'est pas la mode, c'est pas la mode, même si quand vous êtes pris en train de dealer, je pense pas. Excusez-moi de penser que la prison a des vertus. La prison est une école de criminalité et de radicalisation. Et de radicalisation, mais pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans la même pièce, parce qu'on a un problème. Attendez, pas tous en même temps. Oui, Jacques Miard. Il faut les mettre dans des unités spécialisées et véritablement avec une discipline. Mais avec qui? Avec quels moyens? Avec des moyens. Valérie, je vous avais déjà cité qu'il y avait Jeunes en équipe de travail qui avait été faite notamment par Braque de la Perrière, qui était un ancien officier et qui avait pris les gamins et leur avait appris ce qu'était la discipline. Il y était arrivé et ça a été supprimé parce que les militaires, la défense, pensaient qu'on allait leur piquer du fric, alors que c'est la solution. Les militaires, ils sont inquiets ce matin de savoir si on est capable de faire la guerre ou pas. Mais je crois qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. Évidemment, les constats sont là. Et quand vous dites que on est en présence d'une recrudescence de l'insécurité, de ce sentiment d'insécurité, il est présent. Il ne s'agit pas, c'est une réalité, vous avez raison, et il ne s'agit pas de le nier. Donc ça, c'est du constat, c'est du factuel. Une agression gratuite, je rappelle pour les gens qui nous écoutent, une agression gratuite toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour. On partage ce constat. Maintenant, face à cela, on a deux choses. On est en train de pointer ce matin le volet répressif. Je crois que c'est toute la politique pénale, effectivement, qui doit être repensée et recentrée autour, précisément, déjà de l'anticipation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse prendre le problème à la racine. Et comment prendre le problème à la racine? C'est par tout ce qu'on vient d'évoquer. Je crois que l'école, vraiment, doit retrouver ses lettres de noblesse à travers cette éducation citoyenne qu'elle a perdue ces dernières décennies. Éducation citoyenne. Est-ce que vous avez d'autre part, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le côté et la famille a évidemment un vrai rôle en termes de responsabilisation, précisément vis-à-vis de ces enfants mineurs. Donc un volet en amont, et puis après, évidemment, un volet répressif. Et là, je vous rejoins sur le volet pénal et sur toute cette politique pénale qui doit être évidemment recentrée autour de l'exemplarité de la peine dès lors qu'elle est faite sur des mineurs, mais pas que d'ailleurs. Quand vous allez dans certaines écoles, je prends l'exemple aussi de Kevin Bossuet qui vient chez nous de temps en temps et qui nous a raconté que le prédécesseur, je le répète souvent ici, le prédécesseur, il y a un proviseur qui était là avant, qui a fait mettre des vélos dans la classe pour calmer les élèves perturbateurs. Quand on en est là, on n'en est plus à apprendre les bonnes manières. Ça peut avoir du sens sur un enfant qui a un gros trouble de l'attention, par exemple, pas sur des délinquants. Oui, mais ça veut dire que ce sont des enfants qui perturbent. Et il y avait aussi un endroit avec un cahier pour que l'élève se défoule en écrivant « connard, je t'emmerde », etc. Enfin, pardon d'être trivial, mais on en est là. Donc, on n'est même plus à l'éducation civique. On en est à calmer des enfants qui, aujourd'hui, sont ingérables. C'est en ça que je vous trouve un peu utopique. Moi, j'ai des enfants scolarisés. Ils font de la morale civique, donc ils font beaucoup de tri sélectif, très important. Ils font beaucoup de vivre ensemble, le respect de l'autre. C'est très bien, sauf que nos enfants, ils survivent avec les autres. Donc il y a un moment. Mais je pense qu'ils sont scolarisés où vos enfants? Ils sont scolarisés et dans le public et dans le privé. Figurez-vous, je peux vous parler des deux. C'est plutôt. Mais ils ne sont pas à l'école alsacienne. Par contre, ça, je suis désolée, je ne peux pas. Mais je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale. Les miens, oui, il y a des vrais problèmes de drogue à l'école alsacienne. Bien sûr, oui, il y a des. Non, mais ça, il y en a partout. Il y en a partout. On parlait aussi de la violence et de la délinquance. Il faut aussi sérier le... Oui, Jacques Miard. Oui, non, mais on est au cœur du sujet. Lorsqu'un enfant est expulsé d'un lycée, qu'est-ce qui se passe? Il est expulsé, on le refile dans un autre lycée et immédiatement, ça recommence. Et donc, c'est là où on n'a pas les outils, je vous le redis,
il faut les mettre dans des unités spécialisées avec une discipline militaire. Bon. C'est aussi simple que ça. Et si vous ne le faites pas, on peut en faire des bons citoyens français à la sortie à condition de visser. Bon, réfléchissons aussi aux allocations familiales. Vous savez que pendant longtemps, on y a aussi pensé. Ça pourrait redonner aussi aux familles avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'effectivement, un enfant qui fait un point de deal et qui ramène plus que le père de famille, ça devient très compliqué les rapports au sein de la famille, parce que la famille a besoin de ça pour vivre. Mais Valérie, je sais pas, mais moi à 13 ans, je savais globalement où est-ce que mes enfants dormaient. Enfin, à 13 ans, je savais qu'ils étaient au lit à 21h et pas à Nantes. Et je suis pourtant pas une mère extraordinaire. Vous êtes vieux jeu. Hyper vieux jeu. Allez, petite pause de pub et on se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Nous débattons avec vous, on parle de Nantes, une femme violée en pleine rue, un mineur blessé par balle, des fusillades, un jeune homme retrouvé calciné hier, des faits de délinquance graves qui s'enchaînent à Nantes. Le ministère de l'Intérieur a envoyé des CRS et pourtant, visiblement, l'insécurité est bien là. Vous avez tapé, vous vouliez le nom de la maire de Nantes, Pascal Bataille, vous avez tapé maire 2 et Nantes est arrivé tout de suite. Voilà, sur Google, oui, effectivement, vive les algorithmes. Ouais, voilà, donc il y a ça, et puis ce qui s'est passé à Rennes cette nuit, avec de véritables scènes de guérilla, les policiers ont voulu mettre fin à une soirée, et un groupe d'Antifa est arrivé, et là on a assisté à des affrontements avec la police. Donc une délinquance, là pour le coup, qui est... Les émeutes? Oui, ce sont des émeutes. Et alors on réagit. Mais avec vous qui les êtes émeutiers, on n'en est pas à tenir des discours, je dirais, de béné oui-oui. Il y a un moment, on prend les moyens et on donne des ordres à la police de rétablir l'ordre. Voilà. Alors il y aura peut-être des morts, mais ça cessera quand ils sauront que effectivement la police, maintenant, lorsqu'on lui tire dessus avec un certain nombre de choses, eh bien, elle riposte. Oui. Disons qu'on est. Je suis désolé. Oui. On est dans Alexandre. La réalité. Oui, Alexandre Mancinon. On est dans le pas de vague en réalité. Et c'est vrai que depuis les manifestations là du dernier quinquennat, Gilets jaunes, et c'est vrai qu'on a une tendance aujourd'hui à culpabiliser le policier et à le freiner dans son élan alors qu'il dans l'exercice de sa mission. Ça c'est vrai que bon, on est dans un retournement de situation en réalité, et c'est vrai qu'on est dans un climat général qui, et ça je le concède, qui tend à faire, à freiner l'élan du policier dans l'exercice de sa mission. Et ça c'est vraiment assez problématique. Je crois que encore une fois la peur doit changer de camp. Et là je vous rejoins effectivement. Oui, mais les moyens doivent être aussi mis aux bons endroits, parce que c'est facile de taper sur un gilet jaune désarmé et qui a juste effectivement manifesté son désaccord vis-à-vis du gouvernement. Et en revanche, c'est un peu plus risqué d'aller se frotter aux bandes dans les cités ou à ces tribus de dealers, etc. Donc il y a un moment où il faut arrêter aussi de se moquer du monde de la part des autorités, du ministère de l'Intérieur, etc. Mettez les moyens vraiment aux bons endroits. C'est facile de déployer des compagnies entières de CRS dans Paris pour éviter quelques vitrines brisées, etc. Mais en revanche, on laisse des quartiers entiers, encore une fois, où la loi de la République n'a plus aucun sens, où la France n'est plus là. Et ça, c'est inacceptable. Il y a un moment où il faut aussi dire ça. Il ne faut pas tout mélanger. La violence sur un gilet jaune désarmé, la violence policière, elle doit être dénoncée quand elle doit être dénoncée, quand elle est illégitime. En revanche, l'absence totale de réaction policière dans des endroits où il faut réagir absolument et où il devient terriblement urgent de le faire même, là effectivement on n'entend plus personne. Alors la maire de Nantes se défend de tout laxisme. A une responsabilité terrible, la gauche mélenchoniste, etc., qui a abandonné complètement les valeurs républicaines, qui pourtant sont des valeurs de gauche, et un homme comme Jean-Pierre Chevènement les a portées magnifiquement pendant des années. La gauche a une responsabilité terrible là-dessus, sur la faillite totale de l'autorité. Je vous rejoins, et je pense que... Alors, attendez, Laure... Ne mélangez pas les gilets jaunes avec des malfrats qui tirent sur la police. C'est bien ce que je dis, Jacques Maire, c'est bien ce que je dis. C'est ce qu'il disait. Là, on a des émeutiers. Et les émeutiers, vous vous souvenez, lorsque ce policier qui était dans sa voiture du temps de Hollande avait reçu un cocktail Molotov à l'intérieur, était sorti, et tout le monde s'était réjoui qu'il n'avait pas utilisé son arme. Mais où va-t-on? Non, mais un des vrais moyens... Il a failli brûler.
Et là, eh bien non, il aurait dû utiliser son arme. Et ça aurait été, et il avait raison. On est d'accord, Jacques Merge, c'était exactement ce que je disais. Il ne faut pas confondre la violence policière sur une femme ou un homme, des manifestants désarmés et pas forcément violents. Là, on parle pas de ça. Effectivement, la de réaction et de mise en œuvre de l'état de droit dans des quartiers ou dans des endroits où il faut aujourd'hui rétablir l'autorité républicaine. Je pense qu'une mesure qui est très attendue par les policiers, c'est évidemment la présomption de légitime défense. Ils peuvent pas partir sur une opération en se disant, en ayant la peur au ventre, non seulement de leur sécurité à eux, mais en plus de se retrouver embêtés par les JPN parce que ils ont utilisé de la bombe lacrymo à un moment où on pensait que c'était pas opportun. Depuis que je suis élue députée, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de policiers, de visiter des commissariats. Il y a effectivement des phénomènes qui sont nouveaux. Il y a encore peu de temps, dans ma circonscription, ils sont allés extraire un voyou, mais en fait maintenant, quand vous essayez de choper quelqu'un, il y a 40 copains du voyou qui débarquent. Et là, ils sont évidemment en sous-effectif. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes 6, 7, 10 policiers et qu'en face, vous avez 50 copains du voyou? Vous n'arrivez plus à l'extraire. Toutes leurs façons de faire sont complètement entravées. C'est une vraie question. Est-ce qu'il ne faudra pas changer aussi le code pénal sur maintenant les méfaits faits en bande, en fait, parce que c'est c'est quelque chose d'assez nouveau. Enfin, ça a bien une dizaine d'années, mais il faudrait peut-être aussi que le code pénal s'adapte pour répondre au mieux à ce que nos policiers vivent. Je rappelle qu'il y a, je crois, 85 attaques contre nos forces de l'ordre par jour. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de rétablir l'autorité du professeur. Il faut aussi rétablir l'autorité du flic, du policier. Il faut les réarmer. Oui, mais il faut mettre les moyens. C'est une question d'autorité. Il faut les réarmer moralement et physiquement, mais bien sûr. L'autorité, c'est à appréhender sous un prisme effectivement très 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 large. La famille, l'école et effectivement les forces de l'ordre doivent pour ça, il faut être de la mis au volonté centre. politique. Il faut du volontarisme politique. Il faut des moyens aussi, puisque aujourd'hui on est confronté quand même à une période de déficit assez conséquent. Et je crois qu'il faut allouer les ressources là où il le faut. Et on le voit d'ailleurs. La dernière élection l'a montré. Le phénomène Zemmour et l'ensemble des thématiques qui ont triomphé dans le débat public sur la dernière campagne n'est pas neutre, n'est pas anodine. Les Français ont besoin d'autorité. Les 90 députés RN, 89, pardonnez-moi. Vous voyez, je vous en donne plus que. Non, mais parce qu'on est tellement grande qualité. Mais ça n'est pas anodin. Et en effet, on a une vraie problématique de sécurité, d'ordre républicain dans notre pays. Et tant qu'on appréhendera ces notions-là sous un prisme, tant qu'on se voilera la face sur ces questions-là, en refusant de voir cette réalité en face et en voulant justement rester dans ce pas de vague et dans cette idéologie bien pensante, effectivement, je crois que, alors je ne suis pas pour Marine Le Pen, mais je crois qu'effectivement, si on reste dans cette position, eh bien, vous avez, on va vers, voilà, mais on a 4 ans et demi, pour réinventer quelque chose qui puisse précisément contrecarrer Marine Le Pen. Le combat est Valérie. Alors, juste dire que la femme qui a été violée à Nantes rejette l'amalgame facile et erroné fait entre immigration et délinquance, dit son avocate. Voilà, pour revenir à l'école, je pense que c'est typiquement les 30 dernières années de laxisme d'éducation qui vous mettent ça en tête. Salona, oui. Alors, Jacques Miard. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'était bien sûr, c'était pas lié à l'immigration. À Cologne, bien sûr. D'un certain nombre de Turcs et compagnie. Non, mais vraiment, c'est l'aveuglement, c'est le déni de réalité. Mais tant qu'on ne mettra pas le doigt dessus, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Il est bien là le problème. On ne peut pas parler de délinquance et de sécurité si on ne fait pas le lien avec l'immigration. Je veux dire, que ça vous plaise ou non, et ça, je pense que les Français l'ont compris. La preuve, ils ont massivement voté pour nous. Marine Le Pen est arrivée, encore une fois, au 2e tour de l'élection à la présidentielle. Vous ne pouvez pas faire fi de cet élément majeur. L'immigration nourrit l'insécurité, au moins l'immigration massive dérégulée. Je vous rejoins, mais attention quand même aux conclusions trop hâtives. Ouais. Je ne nie pas le lien, il existe. Maintenant, est-il la cause de cette insécurité? Non. Voilà, encore une fois, non mais voilà, donc ne réduisons pas les problèmes complexes par des réponses simplistes. L'immigration, il y a un lien évident entre insécurité et immigration. Oui, je ne le conteste pas. Néanmoins, l'immigration est-elle la seule cause de ce climat d'insécurité? Non. Donc appréhendons le problème dans le but général et remettons l'autorité au cœur du débat. Vous avez vu ce qui se passe au Mureaux?
victime d'insultes et menacé de mort. Boris Venon, qui est un deuxième adjoint au maire des Mureaux, démissionne du conseil municipal. Il se fait traiter de sale blanc, qu'il retourne chez lui. Il raconte avoir été victime d'insultes, de menaces de mort, d'insultes racistes. Le blanc quitte ma ville, on est ici chez nous. C'est ce qu'il s'est entendu dire et il a craqué, il a démissionné. Et en même temps, vous avez Audrey Pulvar qui dit le blanc est-il une couleur? Vous voyez ce que je veux dire? Quand même très Pardon, oui, Jacques Méard. Je suis d'accord. Oui. Il y a eu des émeutes à Mantes où c'était tuez-les, ces blancs, etc. Et bien sûr, ça a été absolument étouffé. On n'en parle pas. Regardez la réalité. Moi, je voudrais revenir à ce que... Vous savez, c'est pas la première fois que la France a vit des émeutes. Mais il y a un moment, et je vais vous raconter ce qui s'est passé avec Cueil, dont on disait, je ne connais pas de problème aussi difficile qu'il soit que l'absence de solution n'arrive à résoudre. Eh bien, dans les manifestations du Nord, il a donné des ordres écrits pour que le préfet de police rétablisse l'ordre. Il y a eu 11 morts, mais ça s'est arrêté. Ouais, je sais pas si c'est c'est aussi du courage politique pour résoudre tout cela. Merci à tous les quatre, c'est fini. On se retrouve dans un instant pour l'émission Média. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci, au revoir.